Salut camarades, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je vais commenter une vidéo de Florent Tavernier. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait, notamment avec l'atelier Missor. Si tu connais pas encore, je t'invite fortement à aller regarder leur travail. Il y a environ un an, il a fait une vidéo sur la survie. Je trouve cette vidéo très intéressante parce qu'il est parti sans aucune préparation, avec un minimum de matériel, dans un environnement qu'il ne connaît pas du tout. Il fait évidemment beaucoup d'erreurs de débutants, mais c'est parfaitement voulu, c'est parfaitement assumé. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de les analyser et d'apporter mon regard là-dessus. Allez, c'est parti. Il y a 2 jours, mon ami Romain et moi, on s'est lancé un défi. Hier matin, on est parti dans la nature pour survivre 72 heures avec presque aucun matériel. Alors ça, c'est quelque chose de très bien. Là, il va se mettre en danger. Il part dans un milieu qu'il ne connaît pas, sans aucun matériel, sans aucune préparation, mais il fait ça avec un ami. Et ça, c'est vraiment important. Il ne connaît pas le terrain sur lequel il peut arriver. Il compte partir 72 heures. S'il lui arrive un problème la nuit, qu'il est malade tout simplement, je ne sais pas, il mange une plante sauvage, une mauvaise plante sauvage vu qu'il n'y a pas de préparation, tout simplement la nuit il essaie de se déplacer, il tombe dans un ravin, être à deux c'est primordial. Donc ça, déjà, bon point. Sac, 130 litres, spécial jardin. Les seuls trucs qu'on a pris, c'est chacun un couteau et un sac poubelle. Parce que Alors le couteau, effectivement, c'est la base du bushcraft, donc ça, tout à fait d'accord. Le sac poubelle, j'avoue que c'est original. Pourquoi pas? C'est pas ce que j'aurais pris instinctivement, je sais pas pourquoi ils sont partis là-dessus. Mais bon, pourquoi pas. on s'est dit que ça pouvait être utile pour récolter de l'eau ou alors pour dormir dedans. Maintenant, il faut avouer que ce défi a été un échec total. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette mentalité. On teste quelque chose, on échoue, on le dit aussi. D'ailleurs, je fais peut-être pas assez de vidéos sur mes échecs parce qu'il y en a beaucoup. Ça ferait beaucoup de vidéos, beaucoup d'heures de vidéos. Mais j'apprécie énormément le fait qu'on teste quelque chose, qu'on échoue, qu'on le dise et qu'on explique pourquoi. En fait, au départ, tout allait bien. On a trouvé des petits ruisseaux pour s'abreuver. Ça fait plus de 3 heures de marche. On a enfin trouvé un cours d'eau. On a jeûné, on trouvait pas de nourriture. Alors, boire dans les ruisseaux, il y en a qui vont dire que c'est un coup à mourir dans les 2 heures. C'est pas du tout vrai. J'ai passé des années à boire dans les ruisseaux pendant mes randos sans aucun problème. Maintenant, j'ai une gourde filtrante, tout simplement parce que ça n'existait pas il y a encore quelques années. C'est hyper pratique, ça marche super bien, mais tu peux boire dans les ruisseaux sans trop de problèmes. Les seules choses qu'il faut éviter, c'est boire dans l'eau stagnante, donc tout ce qui est flaque d'eau, tout ce qui est ruisseau un peu stagnant, tout ce qui est étang, ça c'est vraiment pas terrible. Et la deuxième chose, il faut éviter de boire dans les ruisseaux quand il y a des animaux ou des activités humaines en amont. L'idée, c'est d'éviter que les vaches pissent et chient dans le ruisseau et que tu bois cette eau après. Par contre, là, ils avaient un sac plastique pour récupérer de l'eau. J'ai pas l'impression qu'ils en récupèrent. Évidemment, le sac plastique, c'est pas idéal, mais quitte à l'avoir amené, autant essayer de récupérer un peu d'eau. Donc là, je pense qu'ils loupent une opportunité de récupérer de l'eau. C'est pas parce que tu as beaucoup de ruisseaux maintenant qu'il faut pas récupérer de l'eau. Il faut toujours avoir le maximum d'eau sur toi quand tu es en situation de survie, parce que t'en sais rien. Peut-être que là, il y a pas beaucoup de ruisseaux, tu vas faire 4-5 km et en fait tu vas te retrouver dans une zone complètement désertique. Les jours, quand on est arrivé, on a pris très longtemps à trouver où est-ce qu'on allait installer notre campement. Ça fait 4-5 heures et on trouve toujours pas de terrain plat parce que tout est pentu. On n'a pas trouvé de nourriture, on n'a même pas réussi à faire un feu. C'est un peu un enfer, mais on a bon espoir de créer le paradis. Putain, faut que je tourne avec ma main gauche. Je sais pas pourquoi il tente pas droit. Pourquoi il tente comme ça le bâtard? Faire du feu par friction comme ceci, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment pas à la portée de n'importe qui. Il faut beaucoup d'expérience, beaucoup de temps. Donc si tu connais pas vraiment, à moins qu'il fasse vraiment froid, c'est pas vraiment la priorité. Autant faire un bon abri pour la nuit et être sûr de compter dessus plutôt que perdre du temps, de l'énergie à faire un feu que tu as très très peu de chances de réussir. Personnellement, dès que je pars dans les bois, j'ai un briquet. Ça peut paraître de la triche, mais c'est le moyen le plus efficace. C'est tiède ou pas? Ouais, c'est tiède. Oh, c'est tiède. Ah, on n'a pas fait du feu, mais on a fait du tiède. Je crois que je peux honnêtement dire que hier soir, j'ai passé la pire nuit de ma vie. Ça a vraiment été plus de 8 heures de souffrance absolue. Le plus drôle, c'est qu'on voyait vraiment le temps passer lentement. Parce que parfois, je rallumais la caméra pour dire quelque chose quand j'avais une idée, et là, je voyais l'heure sur la caméra, et je me rendais compte que ça faisait 30 minutes depuis la dernière fois, alors que dans ma tête, ça faisait au moins 2 heures. Ça, j'ai vécu exactement la même chose, c'est horrible. On regarde sa montre, on pense qu'il est 4h du mat, il reste plus que 2 ou 3 heures avant le lever du soleil, et en fait non, il est 22h30. Et là, c'est vraiment horrible. Pour le moral, ça fait mal.
Il se trouve qu'il est 21h30, alors qu'on pensait qu'il était genre, je sais pas, 23h ou beaucoup plus tard. Finalement, à 4h du matin, on s'est décidé à faire le chemin arrière parce qu'on s'est rendu compte que ça allait être un défi absolument nul si on était complètement éclaté par le manque de sommeil. En pleine nuit, on a refait les 3 heures de marche qui nous avaient amenés ici avec juste la lampe torche du portable qu'on avait pris en cas d'urgence. Et ce matin... Une des plus grosses problématiques en cas de situation un petit peu de survie ou d'évacuation, c'est le manque de sommeil. Le manque de nourriture, on peut faire avec. Passer 2 voire 3 jours sans nourriture, c'est gérable. N'importe qui peut le gérer. Sans eau, on peut passer 24 heures sans eau, c'est gérable aussi, voire un petit peu plus. Par contre, le manque de sommeil, ça éclate. Au bout de 2 jours, on a l'impression d'être bourré. On réfléchit mal. On a les appuis moins assurés. On prend des mauvaises décisions. Et le manque de sommeil, ça peut vraiment amener à faire des conneries. Et là, faire 3 heures de marche en plein milieu de la nuit en montagne, alors ils se sont peut-être éclairés avec leur téléphone portable ou leur caméra, mais si c'est pas le cas, tu fais pas 3 heures de marche en pleine montagne, en plein milieu de la nuit, sans éclairage. C'est hyper dangereux, c'est quelque chose à ne vraiment pas faire. Donc je pense qu'eux se sont éclairés avec soit leur téléphone portable, soit la lumière de la caméra. On n'était vraiment pas bien. C'était quel entraînement? On reviendra plus fort que jamais. Belle mentalité. Et on se rejoint. Je suis un peu plus d'accord. Maintenant, on n'est pas prêt d'abandonner. On s'est juste rendu compte qu'il nous fallait nous renseigner un petit peu plus et peut-être prendre un tout petit peu plus de matériel pour que le défi soit faisable, mais quand même difficile. On va apprendre à trouver un endroit où dormir, à trouver de l'eau potable, mais surtout à chasser et à faire du feu sans matériel. Alors la chasse, c'est vraiment un délire à oublier, surtout quand tu t'y connais pas. La seule source de nourriture sur laquelle tu peux sérieusement compter dans la nature, c'est les plantes sauvages comestibles. Je te mettrai mon dossier sur les plantes sauvages comestibles en description de la vidéo. On s'arrêtera pas avant d'avoir réussi 72 heures. Vous êtes prêts? C'est parti. On vient de trouver un bon endroit et cette fois on a un tout petit peu plus d'affaires que la fois d'avant puisqu'on n'a rien pris de plus que des sacs de couchage et un petit peu plus de vêtements. Quand on est arrivé, on s'est vite rendu compte qu'on allait avoir faim Donc si on résume, ils ont couteau, sac poubelle, sac de couchage et vêtements chauds. et soif, puisqu'il y avait l'air d'avoir presque aucun animal dans la montagne et que tous les cours d'eau étaient tout en bas de la vallée. Donc tous les jours, on allait devoir redescendre et remonter toute la montagne. Pour se préparer. Ça c'est un point important, si tu es perdu en pleine montagne, tu vas dans la vallée. Dans la vallée, c'est là où tu vas trouver des cours d'eau. Et en descendant les vallées, c'est là où tu vas trouver la civilisation. Donc rester sur les hauteurs, à part pour un défi comme ça fait pas vraiment sens en situation de survie. Préparé entre-temps, on avait regardé pas mal de vidéos de survie. On a surtout regardé comment faire du feu à la méthode traditionnelle, c'est-à-dire juste avec du bois. On a quand même pris un briquet, mais c'est vraiment au cas où, pour éviter l'hypothermie. On vient d'arriver tout en haut d'une montagne et il y a un endroit plutôt plat qui est super sympa. Mission, faire du feu. La méthode pour faire du feu, elle paraît assez... Alors là, il triche. Il a dit qu'il a rien pris d'autre, donc déjà il sort le briquet et ensuite il sort le hachoir. C'est de la triche. Attention Florent. Le premier soir, la nuit est tombée vraiment tôt, donc on s'est décidé à allumer un feu avec le briquet. Alors là, je fais un petit retour en arrière. Ça a l'air d'être l'endroit où ils se sont posés pour la nuit. Et c'est clairement pas un endroit idéal. La nuit, il va faire froid, ils l'ont déjà vécu. Et c'est un endroit qui est très exposé au vent. Toute cette zone-là est exposée au vent. Si tu es en haut d'une montagne, en plus, ça va être très venteux. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est avant tout te protéger du vent. Donc trouver un petit ravin, une pente, un bosquet d'arbres touffus. L'idée, c'est d'arriver dans une zone avec très peu de vent. Rien qu'en te protégeant du vent, tu vas gagner quelques degrés. Et ensuite, une fois que tu es dans cette zone-là, te créer une isolation avec une cabane, par exemple. Il fallait alimenter le feu. La première nuit, on a même dû faire une corvée de bois. Autre élément important, il disait juste avant, il est 18h, la nuit est tombée super tôt, et là, clairement, ils se sont fait surprendre. La première chose à faire quand tu as trouvé un endroit où faire ton camp, c'est faire ton abri. Et ton abri, tu le fais tant qu'il fait encore jour. Le feu, on va dire, c'est un élément de confort. Là, dans la situation dans laquelle ils étaient, c'était pas un élément de survie, c'était un élément de confort. Et tu mets en place tes éléments de survie avant tes éléments de confort. Donc tu fais ton abri, et une fois que l'abri est terminé, tu fais ton feu. Et faire un abri en pleine nuit, sans lumière, c'est quasiment mission impossible. Donc c'est la première chose que tu dois faire. Dans le noir, sachant qu'on n'avait vraiment pas envie de se lever vu le froid, et là on en a vraiment ramassé énormément. On s'attendait pas à ce qu'il fasse si froid dans le sud, même si on est en novembre, et en fait, quand on se levait le matin, tout était gelé. Et c'est là que je me suis rendu compte que le problème, c'est pas la faim, ni la soif, ni la fatigue, ni le froid, c'est vraiment l'accumulation des quatre. Je suis un urbe. Entièrement d'accord avec lui, et d'ailleurs quand tu les voyais descendre tous les deux, ils avaient l'air un peu groggy. Descendre une montagne comme ça un peu groggy, c'est là où tu te mets en danger. Tout a commencé à devenir dur.
se lever, marcher, essayer de faire du feu. Mais le fait d'avoir été toute la nuit dans le froid, avec le corps qui a utilisé toute cette énergie pour se réchauffer, puisqu'on n'avait pas de tente, c'est vraiment quelque chose qui m'affaiblissait. Et ça me fait me rendre compte que j'ai la chance d'avoir cette motivation que j'ai d'habitude, parce qu'elle dépend de mon énergie, et donc aussi de mon niveau de confort. Le soir du deuxième jour, on a encore utilisé un briquet. Et c'est au matin du troisième jour que j'ai vraiment commencé à devenir léthargique. Je pense que ça vient de la combinaison du froid, de la faim, de la soif, de la fatigue et du corps qui utilise toute l'énergie pour se réchauffer. Le matin, j'étais tellement soulagé. Et là, il est où leur abri? La plus grosse erreur qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est qu'ils n'ont toujours pas d'abri dans une zone exposée au vent. Ça, c'est vraiment une erreur critique. Que le soleil se lève et que la température recommence à monter. On est le matin du troisième jour et j'ai un peu mal à la main actuellement puisque mon trépied est gelé et j'essaie de le tenir. En fait, la nuit, on devait se mettre en arc de cercle autour du feu pour optimiser la chaleur qu'il nous donnait. Et il y a même un bout de mon sac de couchage qui a fondu tellement je me suis rapproché. J'aurais bien voulu essayer de chasser. Alors là, petite info, si tu te retrouves dans ce genre de situation, fais attention à pas te mettre en face de la fumée. Ça m'est déjà arrivé de dormir comme ça, prendre un feu de camp avec la fumée qui me tourne dessus. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une gueule. J'étais vraiment pas bien, ça m'a mis plusieurs heures à m'en remettre. Ou de créer des pièges, mais j'avais tellement peu d'énergie que rien que marcher, c'était déjà dur. Mais j'espère que cette expérience, ça a vraiment été un électrochoc qui me fait réaliser que quand j'ai toutes les conditions de confort que j'ai la chance d'avoir, je ne peux pas rester dans la facilité. Quand on vit dans la nature, on se rend compte que la flemme qu'on a d'habitude au quotidien, c'est vraiment pas grand-chose. C'était vraiment une expérience humiliante. Humiliante dans le premier sens de humilité, c'est-à-dire ça rend humble. Entièrement d'accord avec lui. Le nombre de fois où je suis sorti en forêt et j'ai fait des conneries, mais j'ai passé exactement comme lui. J'ai passé des nuits sans dormir à cause du froid. Plusieurs fois. Ça m'arrive plusieurs fois avant que je comprenne. Le nombre de fois où j'ai pas réussi à allumer un feu, où il y avait un truc qui jouait pas, je me suis couché au mauvais endroit, il pleuvait, je pensais que mon abri était étanche, pas du tout, à 3h du mat, il y a de l'eau qui rentre dans le sac de couchage. Vivre dans la nature, ça s'apprend dans la souffrance. Et ça rend humble, ça rend vraiment humble, parce que quand on vit dans le confort, on a l'impression de maîtriser ce qu'il y a autour de nous. Quand on est dans la nature, on maîtrise pas vraiment ce qu'il y a autour de nous, et si la nature a décidé que ce sera comme ça, il y a de grandes chances que tu subisses. On se rend compte à quel point la société fonctionne incroyablement bien, et que c'est déjà un miracle que le matin, quand on allume la lumière, il y a l'électricité. On se dit qu'on devrait y réfléchir à deux fois avant de critiquer la société, surtout quand on n'a pas fait grand-chose pour l'améliorer. À la fin, on était vraiment soulagés de rentrer. Retour au bercail. On s'en est sorti indemne, même si on a failli tomber quelques fois, on a eu quelques petites blessures. Ça, c'est exactement pourquoi tu ne dois pas te déplacer la nuit, surtout en zone montagneuse. On n'est pas fait pour se déplacer la nuit, on n'y voit rien, même avec un bon clair de lune dans une zone que tu connais pas, te déplacer la nuit, ça peut être très risqué. Quand tu es dans une situation de survie et que tu te retrouves dans ce genre de situation tout seul, c'est clairement le suraccident, c'est quelque chose qu'il faut éviter, donc on limite les risques au maximum. Oh putain. Et c'est une expérience qui m'a permis d'apprécier la beauté des montagnes. Ça donne vraiment envie d'y retourner, juste avec un petit peu plus de matos. Au final, on peut dire que le projet était un échec, puisqu'on n'a pas réussi à faire du feu sans matériel, mais on compte bien prendre notre revanche plus tard pour apprendre progressivement à mieux se débrouiller. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Un grand bravo à Florent. Vraiment, il a eu les couilles de le faire, et je tiens à le préciser. C'est assez admirable. Il s'est mis en situation d'inconfort volontairement, alors qu'il n'était pas obligé. Et en plus, il a eu l'humilité de le raconter en vidéo et de faire partager son expérience. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je t'invite toi aussi fortement à essayer ce genre de choses. Alors toujours accompagné avec un minimum de préparation, et tu peux très bien commencer avec plus de matériel. Par exemple, un matériel de camping très light, sans la tente. Et à fur et à mesure descendre ton niveau de matériel, comme c'est une bonne façon de commencer, on va dire, en douceur, et de ne pas te dégoûter les premières fois. N'hésite pas à partager tes propres expériences en commentaire, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut camarades.